Der Frankreich-Block ist immer noch im Atelier in Paris, bei Michel Sicard. Aujourd'hui, nous parlons de la série des tableaux de Dark Energy. Je montrerai quelques photos dans ce film. Parlons d'abord de la matérialité de ces tableaux. Comment décrit-on la technique que tu as choisie? Disons qu'il y a beaucoup de noir. C'est une matière qui est double. Elle est d'un côté charbonneuse et de l'autre côté extrêmement fluide et transparente. Donc on a l'opposition entre ces deux choses. Mais enfin les noirs dominent. Ce sont des noirs mat, très profonds. Et on a l'impression qu'on entre dans un autre monde. On n'est pas les seuls à avoir travaillé le noir. Par exemple, Pierre Soulages a fait beaucoup de tableaux en noir. Il appelle ça l'outre noir. Mais ce sont des noirs issus de peinture à l'huile extrêmement brillants. Et nous, au contraire, on a misé sur un noir mat. Donc, il faut aussi comprendre ce mat au sens de absence de résonance, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui n'admet aucune réfraction quand on entre dans ce noir. Il y a une espèce de trou noir qui se crée et voilà, on est plongé dans un univers qui est en quelque sorte l'envers de la représentation. Mais à l'intérieur, il y a des petites fissures qui se forment, des écoulements. Donc on a l'impression qu'on est un peu sous un glacier noir et que voilà, il y a des failles et c'est un système nervuré qui se crée et donc voilà, ça suggère aussi des corps. On a l'impression qu'il y a comme des muscles qui s'organisent. Voilà. Et donc c'est un ensemble de tensions entre ces noirs donc, qui sont très envahissants et qui en même temps peuvent de temps en temps être distordus par le clair. Donc, voilà, de temps en temps, il y a une clairière à l'intérieur de ce noir et qui rend la chose quand même un peu vaporeuse. Donc il y a des blancs, c'est noir et blanc, mais pourquoi exclus-tu sur ces tableaux toutes couleurs? Alors, d'abord, le noir est une couleur aussi. Je sais bien que au XIXe siècle, on considérait que noir et blanc, c'était des non-couleurs, mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'études de fait où on a considéré que le noir aussi est une couleur. Alors, des artistes comme Victor Hugo, par exemple, qui était en même temps le grand poète que l'on sait, ont compris toute la richesse poétique qu'on pouvait tirer de ce noir, parce que ce noir, ça n'est pas rien, c'est la nuit, et il peut être plus ou moins clair, le noir, c'est-à-dire il comporte toutes sortes de nuances, et le clavier poétique est extrêmement étendu également. On a vu que quand la photographie était en noir et blanc, le cinéma était en noir et blanc, il pouvait y avoir des oppositions, des contrastes qui étaient extraordinairement intéressants et qu'on a un peu perdu avec la couleur. Mais la photographie, noir et blanc, il y a toujours aussi des couleurs, le gris et d'autres couleurs qui sont absentes sur ton tableau, n'est-ce pas? Non, il y a aussi des gris chez nous. Et puis alors, il n'y a pas que des noirs, c'est-à-dire que il y a aussi de temps en temps un peu de bleu qui intervient, mais de façon très très discrète. Mais donc voilà, on a choisi de rester dans cette gamme-là parce que le noir donne une espèce d'énergie particulière. C'est comme si c'était un charbon et donc ça pouvait rendre une énergie formidable.
Et ça se sent visuellement, au fond, le noir, c'est ce qui se voit le mieux. Alors, il y a des idéologies qui ont compris ça, que le vêtement noir, le voile noir, c'était en même temps un signe visible de très très loin. Et donc voilà, on a voulu révéler tout ce qu'il peut y avoir d'énergétique et de signalétique fort dans le noir. Dans les tableaux de la série Dark Energy, on y observe 3 dimensions. Cette impression est-elle voulue par toi? Ah oui, parce que il y a une profondeur dans ce qu'on fait, c'est-à-dire ça n'est jamais un espace de représentation, ça n'est jamais à 2 dimensions. Donc il se passe des choses à l'intérieur du noir, et le noir est travaillé, il est considéré comme un volume ou ce qui pourrait se passer à l'intérieur d'un nuage aussi. Donc voilà, la nuit, dans un de mes poèmes, j'ai employé le mot de la nuit préméditée. C'est le titre d'un livre d'artiste. Et je crois qu'il y a une profondeur aussi de méditation à l'intérieur de ce noir qui lui donne une profondeur. Il suggère que l'on puisse s'enfoncer à l'intérieur, que l'on puisse entrer dans un espace très profond. C'est un peu le début d'une sorte d'enfer, un peu comme chez Dante, c'est la porte de l'enfer. Permissiva nella città dolente, voi che entrate. lasciate ogni speranza, voi che entrate. Je voudrais parler avec toi sur la première impression, le premier aperçu de cette œuvre. Le spectateur y voit un nuage, une nervosité certaine, les formes ne paraissent pas figées. C'est comme s'il entendait leur évolution, qui ne fait pas s'attendre, comme une dissolution subite de l'image. C'est l'impression voulue par toi? Oui, il y a des formes évolutives. Je parlais tout à l'heure de muscles, mais il y a effectivement quelque chose qui tourne, qui s'étire, qui s'étend à l'intérieur de ces noirs. Ils sont des faisceaux, et donc voilà, on peut les travailler au fond comme une matière, comme une pâte à modeler, mais évidemment ils ont un caractère d'impondérabilité, un peu comme la nuit même. Donc c'est un espace vide qui suggère qu'il y a des entre-deux, et donc à l'intérieur, ces noirs vont avoir diverses formes. C'est pas du tout un aplat, mais c'est au contraire l'amorce d'un paysage. La relation du noir aussi et du paysage est très forte. Et en même temps du corps. Donc il y a une indistinction entre le corps et le paysage qui nous paraît extrêmement intéressante. C'est-à-dire on entre dans un autre type de relation à cause du caractère extensible de cette matière qui désigne au fond de grands espaces. Et à l'intérieur de ces espaces, voilà, il y a des monstres, il y a un univers du monstrueux qui se développe notamment par l'incommensurabilité de l'espace. Je voudrais aussi savoir si ces œuvres ou ces tableaux doivent délivrer un message précis, ou est-ce qu'on laisse toute la liberté aux visiteurs d'interpréter cette œuvre? On laisse la liberté aux visiteurs d'interpréter. D'ailleurs, les visiteurs parfois nous suggèrent des choses. Ça nous intéresse de communiquer avec le public parce qu'ils y voient des événements ou des paysages que nous-mêmes n'avions pas entrevus. Et donc, bien sûr, c'est une promenade qui est offerte dans un paysage, et le visiteur peut trouver les solutions qui l'intéressent. Tu as écrit un texte qui accompagne la reproduction des tableaux de la série Dark Energy et qui rappelle le flux dont nous avons déjà parlé dans notre premier entretien. Tu écris: le destin des énergies est dissimulé par le flux
qui les anime. C'est vrai que ce noir n'est pas statique, il n'est pas le résultat d'une combustion et la fin d'un monde, il est au contraire très très fluide. Et donc voilà, c'est cette énergie qu'on a voulu souligner. C'est pour ça que souvent ce noir n'envahit pas totalement le cadre de l'œuvre, c'est-à-dire que il intervient par parcelles, il y a une tâche d'un côté, une tâche différente d'un autre côté avec des volutes, des anneaux de Möbius, etc. Et entre les deux, il y a du blanc et c'est donc pour suggérer que des tensions se forment entre les noirs et qu'il y a aussi un espace de vide qui crée des attirances. L'espace du vide agit comme un attracteur, c'est-à-dire qu'il suggère que les boules, les noirs peuvent être attirés comme ça et donc faire des tourbillons, des volutes, des formes bizarres, étendues ou pas, ou alors avoir l'air de retomber dans un tas. Donc il y a toutes les solutions possibles, mais il faut qu'il y ait cet espace blanc qui, en quelque sorte, Exerce une sorte de force d'attraction. une force d'attraction. Ce qui est d'ailleurs un renversement de l'univers, parce qu'en général, l'univers énergétique est solaire et la nuit est l'espace du vide. Mais là, on a un petit peu inversé les rôles pour faire comprendre la chose. Cela dit, le noir lui-même est très mystérieux parce qu'il fait référence aussi à des puissances négatives d'effacement de la matière, de fin d'un monde, un peu comme les nébuleuses et les trous noirs. C'est-à-dire que voilà, l'énergie est si brillante alentour que tout d'un coup il se crée un phénomène d'absorption à un endroit et que la matière se résorbe. Voilà, c'est le système du trou noir. Donc, ne pouvant pas s'échapper à l'extérieur, l'énergie rentre à l'intérieur. Et donc, ils sont une méditation sur ce qui est quand même assez mystérieux comme forme, le trou noir. Et on aimerait bien essayer de comprendre ça et de traduire ça dans notre travail plastique. La phrase suivante reprend l'impression de l'envol tout en précisant que l'énergie de la forme est dissimulée par le mouvement, et si j'ose dire en d'autres mots. La phrase suivante surprend en présentant une machination de l'image. Tu dis que Dark Energy, je te cite encore, est un simulateur qui capte les énergies noires, et la phrase se termine avec l'évocation du pouvoir créateur. C'est ça que tu cherches ? Oui, ces tableaux sont des capteurs de ces énergies que d'habitude on ne voit pas et qui donc sont simulées un peu comme dans l'accélérateur de particules qui est en Suisse là. Et donc voilà, on fabrique des petites machines destinées à capter ces énergies pour les faire voir. Donc voilà, c'est une sorte de travail non pas du simulacre, mais un petit peu comme de l'observatoire en astronomie. Et donc on montre ce qui d'habitude ne se voit pas à l'œil nu. C'est comme un agrandissement du phénomène et on le ressent de temps en temps et on essaie de le traduire de cette façon-là, en images, comme si on avait fait une photo de ce qu'on voit à travers la lentille de l'observatoire.
Tu as voulu fixer l'entrain, l'activité de peindre elle-même sur le tableau, donner tous les moyens à ton œuvre pour qu'il s'achève soi-même. Tu voulais figer ce moment? Non, parce qu'on conçoit ces tableaux comme des ensembles et donc il ne faut pas les lire à un seul. Évidemment, un collectionneur peut n'en avoir qu'un, mais en fait, nous, on les produit en foule et donc ils sont faits pour fonctionner un petit peu ensemble et pour non pas figer, mais donner quelques exemples d'un processus qui est quand même assez vaste. Et donc c'est plutôt une traduction et un échantillonnage au fond de ce qui se passe dans ce monde d'attraction noire, de matière noire. Et voilà, donc c'est un petit peu des exemples au fond. On n'abandonne jamais toute structure et l'artiste ne saurait guère quitter l'univers, même et surtout dans l'espace, il y a des points de référence. Tu pourrais préciser? Dans l'espace, il y a des systèmes qui se forment et qui durent un certain temps et même très longtemps. Donc il y a des planètes, il y a des... Bien qu'ils se déplacent, ils tournent, il y a une certaine régularité. Et donc tout ce monde qui apparaît au départ chaotique, en fait, ne l'est pas. Le chaos n'est pas un univers totalement fortuit et hasardeux. Il comporte certains pôles de référence. Il suit des règles mathématiques, presque, on pourrait dire. Des règles que l'on peut trouver en mathématiques. Enfin, on peut approcher tout au moins ces systèmes-là. Et donc, voilà, on est très attentif lorsqu'on pose un point dans un endroit, un point de matière dans un tableau, de voir comment il va fonctionner un petit peu comme un soleil ou une planète et déterminer le reste des éléments. Au fond, tout ça n'est pas fortuit, mais ça n'obéit pas à une logique de construction traditionnelle des espaces plastiques comme il pouvait y en avoir une chez Mondrian et même chez Klee. C'est-à-dire c'est un monde qui a pris en compte la relativité et le système de déplacement des planètes et des énergies, et qui donc essaie d'organiser dans des formes spécifiques ces représentations de ce qui se passe dans l'univers. Donc nos tableaux obéissent aux mêmes règles que le ciel ou l'univers. Une idée dans le texte sur le Dark Energy me frappe, c'est le retournement d'une antimatière où réside la source des imaginaires. Ta description rappelle au lecteur l'apport de l'esprit, de l'imagination et de l'artiste comme observateur. Il y a une imagination qui leur est commune. Oui, c'est le même imaginaire. Alors, l'imaginaire vient après, en quelque sorte. C'est à la vue d'une image qu'il y a de l'imaginaire. Bon, ça, je crois que là aussi, Sartre a tout dit là-dessus, sur l'imaginaire est une croyance. 1938, n'est-ce pas? Que l'on met dans une forme, et c'est à partir de quelques signes donnés que le regardeur se met à croire à quelque chose. Alors, évidemment, nous croyons déjà voir un certain nombre de choses, mais les regardeurs peuvent croire à autre chose, ils peuvent y voir autre chose. Et à partir simplement des cartels que nous mettons, ne serait-ce que le mot de la série Dark Energy,
le regardeur peut imaginer des choses à partir de son niveau de connaissance en physique ou en astronomie. Oui. Et donc, il peut s'envoler dans des espaces plus ou moins sidéraux et voilà, ressentir des voyages interplanétaires ou autres. Ou bien, il peut aussi essayer de considérer que on est dans un domaine microscopique et peut-être que le voyage dans le ciel est identique au voyage que l'on peut avoir dans des cellules lorsque on regarde des corps dans un domaine infiniment petit. Donc l'imaginaire est assez ouvert entre une chose et une autre et on espère que c'est un support pour provoquer l'imaginaire. Ta réponse contient déjà un élément pour la question suivante, mais je le pose quand même. Revenons à l'espace, tu désignes au Dark Energy des tâches précises. Il se veut aussi une modélisation esthétique, écriture, de l'espace social, de phénomènes économiques et politiques ou militaires. L'observateur pourrait y arriver sans connaître ton texte. Et qu'est-ce que tu comprends par l'esthétique de l'espace social? Moi, je pense à l'urbanisme. C'est la bonne voie? Non seulement l'urbanisme, mais aussi tout ce qui concerne les foules. Ça me rappelle Waltz aussi. Alors, l'urbanisme, on peut considérer que c'est l'ensemble bâti, mais on pourrait voir aussi que c'est ce qui circule entre deux façades, et donc la façon dont les foules vont envahir les espaces vides. Alors on a de formidables exemples constants dans le monde social et historique. En ce moment, on a eu des manifestations à Hong Kong, par exemple, avec des gens qui logeaient dans la rue. Avant, on en a eu en Ukraine, enfin, etc. Donc, tous ces acteurs sociaux qui provoquent les rassemblements, les révolutions, les contre-révolutions, etc., obéissent aussi à cette même logique des flux que celle qui joue dans la matière picturale ou dans les ensembles architecturaux faits en matériaux très durs, avec des bétons, etc. Mais au fond, il y a d'une part les points stables, et d'autre part, il y a entre deux quelque chose qui se passe qui est aussi important que le stable, que l'édifice. Entre deux édifices, il y a des flux qui s'engouffrent. Et évidemment, on pense à toutes les manifestations, les mouvements de rue, les fêtes populaires, les fêtes périodiques comme Noël, etc., où les rues sont envahies, illuminées, etc. Et là, c'est aussi une logique qu'on peut saisir en filmant. Là, par exemple, nous revenons d'un séjour en Iran où nous avons filmé les fêtes concernant l'imam Hossein. C'est un des compagnons du prophète qui s'est fait massacré à Karbala, qui est à l'origine des chiites, du chiisme. Et donc chaque année, en novembre, on fête sa mort. Et il y a des processions avec des grandes bannières métalliques, parce que tous les compagnons de cet imam étaient autour de lui, ont été massacrés. Ils sont représentés chacun par des écus qui ont des formes un peu d'amandes. Enfin, bon, et sont tournés verticalement vers le ciel. Et la foule comporte un certain nombre de flagellants qui, avec des martinets constitués par des chaînes, se flagellent le dos. Et d'autres se frappent la poitrine. Et donc, les rues sont envahies par jusqu'au sang, n'est-ce pas? Ces foules-là. Jusqu'au sang dans certains pays, mais pas à Téhéran où nous étions.
Ce sont des cérémonies qui ont été d'ailleurs classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui sont tout à fait spectaculaires. Donc on peut les voir et les filmer. C'est ce que nous avons fait d'en bas. D'autres les ont filmés d'en haut. Et on voit ces mouvements tourbillonnaires avec les chaînes qui tournent autour du dos avant de frapper et qui sont tout à fait intéressants, dont les corps sont flagellés, martyrisés en quelque sorte. Où est-ce qu'on pourrait voir ce film? Et donc on a fait les rushs et donc on va le monter. Voilà, ça sera l'objet de notre prochain film. Bon, on a fait depuis quelque temps des films là. Le précédent, c'était No Wait Time, qui était sur le voyage aussi, avec beaucoup de scènes sous l'orage et beaucoup de déplacements qui sont parfois perpendiculaires au plan et parfois au contraire latéraux. Mais là, on a ajouté en plus le mouvement et ces éléments tourbillonnaires que constituent les chaînes des flagellants. Donc voilà, on va le monter, il sera visible dans l'année 2015. Mais en tout cas, donc, on poursuit la même logique de ces dark energy autour d'éléments qui sont fixes et d'autres éléments qui sont plus flottants, qui sont de l'ordre des flux et qui sont aussi tourbillonnaires. Et en même temps, ça désigne une énergie spirituelle parce que, évidemment, l'esprit, c'est pas uniquement de commémorer un massacre, c'est aussi une espèce d'élévation spirituelle. Donc, voilà, il y a une tension entre le corps et l'esprit. Et cette énergie produit en même temps de la spiritualité. Et c'est pour ça qu'aussi, un des moments dans ce film, c'est l'ascension du mont Damavand, qui est un mont très très riche de légendes en Iran. Le poète Ferdowsi a écrit le livre des rois. Et voilà. Il y a beaucoup de géants qui peuplent ce mont et nous nous sommes proposés de faire son ascension 5600 mètres. Donc c'est un grand sommet et ça figure en même temps une espèce d'ascension et aussi d'accrochage à une énergie fondamentale parce que ce mont est un volcan et alors il crache un peu de feu ou tout au moins de brume au sommet et de l'eau sulfureuse coule par ses pieds où des gens viennent se soigner, prendre les bains sulfureux qui vont guérir leur pauvre corps malade. Donc voilà, il y aura ces deux pôles au moins dans le film qui est en train d'être constitué. Pour toi, l'art étend ses références dans tous les domaines. Et ce texte, ce Dark Energy, s'achève sur le constat que cette œuvre s'adresse aussi à la mode, au langage et au son. Le son occupe une place assez considérable dans ce que l'on fait, et notamment dans notre dernier film No Way Time, parce que nous avons filmé sous l'orage en fait. Et donc le crépitement de la pluie, les coups de tonnerre, etc. Occupent une très très grande place. Dans ce que nous aimons, il y a aussi la pluie quand elle tombe sur le zinc, par exemple, des toits parisiens. Et donc il y a une bruiterie fondamentale dans le monde qu'en général on n'écoute pas trop. La ville fait une rumeur au fond qui rend un peu tout indistinct. Mais quand on s'éloigne de la ville, il y a des bruits, il y a des cris d'oiseaux tout à fait formidables, qui sont des systèmes de signes élémentaires, mais quand même assez élaborés, parce que contrairement à ce qu'on croit, les oiseaux, par exemple,
peuvent fournir des quantités de sens avec leurs cris qu'on croit uniformes. Et donc nous nous intéressons beaucoup à ce qui est le bruit et même le bruit de nos déplacements, de nos pas, lorsque nous travaillons. Voilà, ça joue un rôle très considérable. Et ça depuis toujours, parce que lorsque j'ai fait mes premiers dessins qui étaient des touches les unes à côté des autres, je crois que le caractère musical de ces œuvres est tout à fait patent. Moi-même, je me guidais à l'oreille, c'est-à-dire que si je lançais des lignes de 8 touches, je l'entends comme une structure musicale. Et ça reste très profond dans certaines œuvres. Certaines œuvres d'ailleurs, je démarre comme ça, comme un rythme avec des touches dessous, puis après Mojgane efface par du blanc en revenant sur ces touches, mais il y a une structure fondamentale qui est un battement, au même titre que le cœur est un battement. Et je pense que dans la matière tout bas, et d'abord les atomes, hein, d'ailleurs nous avons des montres qui battent branchées sur des structures de quartz qui donnent des battements extrêmement réguliers. Et ce sont ces battements multiples qu'on veut aussi capter. Je crois que le son est tout à fait considérable dans notre imagerie. Voilà, on a voulu rendre évident par l'image l'ensemble des bruits du monde. Et voilà, dans ce que nous voyons des feuilles sur les arbres, par exemple, il y a du son. Dans certaines de nos installations, par exemple, cette installation-là, qui sont des feuilles de papier très fins, qu'on ne trouve plus aujourd'hui, ça s'appelait pelure éléphant, c'était autrefois lorsqu'il fallait écrire avec des carbones pour avoir un double. Donc on avait des feuilles très minces pour pouvoir avoir la trace des lettres en 4, 5 ou 6 exemplaires. Et c'est ces feuilles-là que j'ai récupérées. J'avais quelques rames qui n'ont pas été utilisées. Et donc ces feuilles sont extrêmement résistantes et battent au moindre souffle. Et c'est d'ailleurs très étrange de voir toutes ces énergies, parce que dans une pièce entièrement fermée, mon atelier, lorsqu'il n'y a apparemment rien d'ouvert, ces feuilles se mettent de temps en temps à s'agiter par elles-mêmes. C'est peut-être les déplacements de nos propres corps à l'intérieur de la pièce qui fomentent des souffles. Eh bien, ces feuilles battent avec énormément de bruit et donc on peut capter leur son. On a essayé de le faire avec des micros et donc voilà, il y a du son dans un certain nombre de nos installations. Il y a aussi du son que l'on peut faire surgir des formes. Comment ça se fait? Nous avons exposé à Bucarest, au palais de Mogoșoaia. Il y avait un ensemble de musiciens, de performeurs, musiciens et danseurs qui étaient là en même temps que nous pour des On dit de performeurs? Oui, pour des résidences d'artistes. Et il y en a un qui a travaillé sur nos œuvres avec des micros. En s'approchant de certaines formes qu'il recopiait, il provoquait des espèces d'effets Larsen. Et donc il y avait des sifflements et des bruits qui étaient provoqués par les formes, très fines, les formes mêmes de nos œuvres, lues par ces micros, et qui était la traduction par le son du visuel. Et donc voilà, il y avait une bruitologie, il y a eu des bandes sonores créées à partir de ces œuvres. Donc je pense que tout ça est présent. Moi-même j'ai fait des études de musique au début et j'ai dû renoncer parce que je n'étais pas assez virtuose
au violon et au piano. Mais tout ça est présent dans la plastique que nous faisons. Nous nous intéressons évidemment à la musique et puis au bruit. On est de grands lecteurs de John Cage, hein, de ce qu'il faisait avec les bruits de l'extérieur, avec le rôle qu'il donnait au hasard dans la création artistique. Voilà. C'est pourquoi là aussi dans notre atelier il y a une hotte de cheminée là, qui fait du bruit, une hotte de cuisine qui fait du bruit, et nous entendons tout ça sur notre entretien, et je crois que c'est heureux que l'on ne soit pas coupé du monde, mais que l'on soit dans le monde. Voilà. Nous voulons que nos œuvres soient un moment du monde, qu'elles ne soient pas jamais séparées de ce qui peut être une création globale dont n'importe qui peut faire partie, peut entrer et sortir à l'intérieur. Merci bien, Michel. Merci.